C'est la nouvelle attraction des fans de Squid Game. Après la série culte, voici le jeu immersif où le visiteur évolue dans les décors reconstitués. C'est vraiment très réaliste et impressionnant. Gagner au jeu, avancer ou bien mourir. Squid Game dénonce les ravages de l'endettement. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Dans la série, la règle est simple. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Les perdants sont tués. Alors, ces Coréens seraient-ils prêts eux aussi à risquer leur vie pour une grosse somme d'argent? La question n'est pas taboue. Si j'avais beaucoup de dettes, je serais prêt à le faire. L'écart de richesse entre les riches et les pauvres est très important. C'est le problème en Corée du Sud, selon moi. C'est l'envers du miracle économique. L'endettement des ménages, l'un des plus élevés au sein des pays développés. Chang Bayo est livreur à Séoul. Il travaille le soir et la nuit, parfois 14 heures d'affilée, 6 jours sur 7. C'est une course permanente pour enchaîner les livraisons. Quand je travaille toute la journée, en général, je fais entre 50 et 60 livraisons. Il gagne 2000 € par mois, mais croule sous les dettes. La cause principale, comme pour de nombreux Coréens, c'est le logement. Lui vit dans ce petit 2 pièces. En Corée, système unique au monde, il faut une caution très importante pour louer un appartement. Elle peut atteindre des dizaines de milliers d'euros. Song Ba-jeon a donc souscrit un emprunt. J'ai dû faire un dépôt de garantie de 20 000 €, alors que mon loyer mensuel n'est que de 500 €. Avec mes revenus actuels, même en travaillant énormément, je n'arrive pas à épargner. Et je vais peut-être devoir souscrire à un nouvel emprunt. Devenir insolvable provoque des drames. Lui en a été le témoin. Voici sa décoration pour acte de bravoure. Il a sauvé une jeune femme de la noyade. Les tentatives de suicide, j'en vois 1 ou 2 fois par mois, parfois 3. Ces gens qui se suicident, presque tous le font car ils ont des dettes. Un taux de suicide en constante augmentation, un phénomène que les autorités ne parviennent pas à endiguer. Il y a aussi l'espoir de gagner en misant sur le bon cheval. Les paris hippiques, c'est la fièvre du jeu. C'est grisant et c'est le seul jeu d'argent autorisé en Corée. Dans l'immense hippodrome de Séoul, 15 à 20 000 personnes se pressent tous les dimanches. Il y a beaucoup de gens endettés qui viennent ici. J'en connais beaucoup, mais je ne vais pas en dire plus. Car la chute peut être brutale. On le constate dans certains quartiers de Séoul. De nombreuses personnes âgées, accidentées de la vie, se retrouvent dans des abris de fortune, des jokbang, ce qui signifie petites pièces. Moi, je suis ici car j'ai perdu beaucoup d'argent. Aux courses? Oui, aux courses de chevaux. En Corée du Sud, le taux de pauvreté des seniors est très élevé, près de 40%. Kim Kyung-ho a 73 ans, il est un ancien employé d'hôtel. Voici ma chambre. La chambre mesure à peine 3 mètres carrés. Là, il y a mes vêtements, un frigo et un ventilateur. Pour dormir, je mets mes jambes comme ça. Il faut que je les lève. De toute façon, je n'ai pas le choix. Lui touche l'équivalent du RSA, 500 €, et paye tous les mois 140 € pour son jokbang. Il y en a 3500 à Séoul, pas de fenêtre, toilettes sur le palier. Pour des hommes seuls, ils sont une dizaine dans cet immeuble. Lim Ha-si s'est retrouvé ici après son divorce et la perte de son emploi. C'est un cimetière vivant. C'est une fosse commune. Il est arrivé que plusieurs personnes décèdent dans la même journée. On se réveille un matin et elles sont mortes à cause de l'alcoolisme et de la maladie.
Mais ici, ce qui tue vraiment, c'est la solitude. Faute de pouvoir reloger les locataires, la municipalité maintient ses logements insalubres. La Corée est un pays moderne à 2 vitesses, un dragon économique où la compétition omniprésente laisse les perdants sur le bord de la route. Benjamin Joanneau, on va regarder ces chiffres qui illustrent l'exceptionnelle croissance coréenne. On voit que par habitant, le salaire moyen ou ce que touche en moyenne chaque Sud-Coréen, eh bien, en 1960, c'était $260. Aujourd'hui, 36 230 $. Comment expliquer que beaucoup d'entre eux soient à ce point endettés? Comment expliquer cet écart entre les pauvres et les riches? Il y a eu une succession de crises d'endettement personnel dans les années 2010 en particulier. Il y a eu une grosse crise autour des cartes de crédit. Et donc, nous sommes aussi dans une société qui pousse depuis les années 60 à la consommation, surtout pour le marché intérieur. C'était quelque chose de très important dans le développement sud-coréen. Nous sommes dans une société d'hyper-consommation, où consommer est naturel. Et ne pas réussir, ne pas avoir d'argent est une forme de stigma. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on verra assez peu dans les rues de Séoul de SDF et que les personnes qui sont dans ces situations difficiles, on va les trouver effectivement dans des petites ruelles et dans les logements que l'on voit dans le documentaire. Qu'est-ce qui plombe réellement le budget des ménages? C'est quoi? C'est la scolarité des enfants? C'est surtout le logement? Alors, le logement est un problème de plus en plus... Avec les cautions? Tout à fait. 80%. Oui, un manque de logements, des logements de plus en plus chers et de plus en plus rares, mais en particulier l'éducation qui coûte de plus en plus, avec des records qui sont battus presque chaque année. Peut-on vraiment dire que le poids de la dette, alors non pas de l'État, mais des habitants, de la population, est une menace pour l'économie sud-coréenne? En tout cas, si ça freine, c'est un grain de sable. C'est un frein. 92% du PIB, c'est énorme, c'est bien au-delà des moyennes de l'OCDE. Donc oui, c'est un frein en particulier pour la consommation intérieure. Marie-Orange Rivet, on va parler un peu plus de la politique sud-coréenne. On va revenir notamment sur cet épisode de la tentative de coup d'État de l'ancien président très conservateur, qui avait proposé de faire passer le temps de travail par semaine de 52 heures à 120 heures, quand même, qui a décrété par semaine, qui a décrété la loi martiale pour se maintenir au pouvoir. C'était en décembre 2024. Il a été destitué en avril 2025. Cet épisode, il nous dit quoi de la politique sud-coréenne? Qu'il y a une classe politique qui est en crise, ou que c'est une démocratie fragile, ou au contraire qui fonctionne, parce que finalement on est resté en démocratie? Alors, si on considère que ce coup d'État, en fait, a été jugulé et que la population s'est tout à fait mobilisée sur des mois pour réclamer la destitution du président, ça a fonctionné. Donc, si on voit cet aspect-là, on peut dire que cette démocratie sud-coréenne est très vivante et tout à fait positive. En revanche, le clivage qui existe vraiment dans le milieu politique entre les conservateurs d'un côté et les progressistes de l'autre, le fossé s'est creusé en fait entre ces deux clans. Et c'est vrai que la Corée apparaît extrêmement divisée politiquement, mais aussi divisée socialement et économiquement. On l'a vu entre les très pauvres, qui sont de plus en plus nombreux, et les très riches. Dans les années 90, à peu près 60% de la population se considérait de la classe moyenne et profitait vraiment du développement économique. Aujourd'hui, la proportion de gens qui se réclament de cette classe moyenne a presque disparu, si on peut dire. Donc la compétition est très très rude. Lionel Faton, ce pays quand même a connu un régime autoritaire après la fin de la guerre entre les deux Corées, qui a duré 34 ans. Comment on explique quand même que ce pays a réussi à devenir finalement une démocratie qui tient la route, comme nous l'explique Marie-Orange Rivet? Elle est fragile selon vous, cette démocratie, ou pas? Non? En 2025, elle a prouvé qu'elle n'était pas si fragile. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète personnellement, et Marie-Orange l'a signalé, c'est la polarisation. La polarisation, on la voit dans toutes les, entre guillemets, vieilles démocraties. On le voit, le meilleur exemple, c'est aux États-Unis. Mais le danger en Corée du Sud, c'est qu'on est dans un système politique où la présidence est une super présidence.
Il y a un mandat de 5 ans. Il n'y a pas de réélection. Et c'est vraiment le vainqueur Ralph Lamise. Et ce qui fait que chaque élection présidentielle est un combat à couteau tiré entre deux camps, que Marie-Orange a mentionné. Et ce qui fait que ça polarise, ça exacerbe encore plus les clivages sociétaux. Et ça polarise encore plus la société. Il semblerait qu'à chaque élection, on arrive sur une plus grosse polarisation qui polarise en retour encore plus l'appareil politique et d'État. Et on a abouti à la loi martiale, qui était en gros Parlement contre présidence. Ça illustre aussi la corruption. Oui, alors c'est vrai que c'est un pays où on a vu, il y a beaucoup d'argent et l'argent n'est pas partagé de façon équitable. Donc il y a tout à fait un fonctionnement parallèle pour essayer d'avoir des privilèges dans la compétition sociale, politique, économique. Donc c'est vrai qu'il y a une corruption endémique.